Sors d'ici et ne reviens pas. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. J'ai travaillé si dur pour ça. Ce n'est pas une question de chance. Tu n'es pas à ta place ici. Nous avons fait notre choix. Je ne demande pas votre permission, juste un peu de respect. Tu n'en auras pas. Maintenant pars. Très bien. Le dîner était déjà tendu avant même que je ne prononce un seul mot. J'avais passé toute la journée à répéter comment leur dire, j'avais imprimé l'email, plié, replié, lu tant de fois que je pouvais citer chaque ligne. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le programme clinique accéléré. C'était réel, après des années d'études tardives, de transfert du collège communautaire et de travail à temps partiel juste pour me permettre d'acheter des blouses et des livres d'anatomie. J'étais dedans. Je ne voulais pas d'applaudissements, je voulais juste une reconnaissance, peut-être même de la fierté. Alors, quand les assiettes ont été posées et qu'Élise a recommencé à se vanter de ses résultats à l'examen d'infirmière, j'ai trouvé le courage. Je suis accepté en école de médecine. Tout s'est arrêté. Ma mère a cligné des yeux. Dans le programme clinique accéléré de Saint-Audely, avec les frais de scolarité entièrement couverts. Élise a posé sa fourchette. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise. Saint-Audely ? Ce n'est pas une vraie école de médecine, c'est un programme de raccourci. Il est accrédité, il est avancé, il est compétitif. Il a agité la main comme si j'étais une mouche. Dire aux gens que tu vas être médecin, c'est une blague. Maman a renchéri. On n'a pas besoin d'une autre Élise. Naomi, tu as à peine réussi à finir le lycée sans t'effondrer. Je l'ai regardé fixement. Élise a ri sous son souffle. Peut-être qu'ils avaient juste besoin de points de diversité. Ça a fait plus mal que tout. Tu l'as mérité, a ricané mon père. Tu as mérité le stress, tu as mérité le chaos, tu as mérité l'embarras de cette famille. Ce que tu n'as pas mérité, c'est une blouse blanche. Une fille comme toi, ne le dis pas, ai-je chuchoté. Une fille comme toi ne devient pas médecin, a-t-il dit. De toute façon. Ma mère s'est levée. Ce n'est pas un film, Naomi. Tu n'es pas spécial, tu n'es pas un miracle. Tu es un fardeau qu'on porte depuis trop longtemps. Tu veux poursuivre tes rêves ? Très bien. Elle a regardé mon père. Il n'a même pas hésité. Sors d'ici et ne reviens pas. Juste comme ça, la fille qui payait ses dettes, qui veillait pour aider Élise à étudier, qui avalait le fait d'être traitée de déception année après année, a été jetée comme un déchet. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas hurlé, j'ai juste plié l'email tranquillement et l'ai glissé dans ma poche. D'accord, ai-je dit. C'était tout. J'ai fait mes bagages dans un seul sac à dos, j'ai tout laissé derrière moi, les livres, les vêtements, les photos d'enfance. Je ne voulais pas de rappel d'une maison que je n'avais jamais été vraiment autorisé à appeler chez moi. Mes parents ne m'ont pas regardé sortir. Élise n'a même pas demandé où j'allais. Ils pensaient m'avoir brisé, mais ils ne savaient pas qu'on ne peut pas briser quelqu'un qui a appris à se guérir en silence. Je m'appelle Naomi, et d'où que vous regardiez ça, restez avec moi, car quand ils ont dit que je ne porterais jamais de blouse blanche, ils ont oublié que je savais déjà comment traverser la douleur avec des mains fermes. Je ne suis pas devenu la déception de la famille du jour au lendemain. Ce titre a été gravé lentement, comme de l'eau contre la pierre. Ça a commencé quand j'avais 8 ans et qu'Élise a gagné son premier concours d'orthographe. Mes parents ont appelé toute la famille, ont fait faire un gâteau, ont pris des photos comme si elle avait guéri le cancer. Quand j'ai gagné un concours d'écriture un mois plus tard, ils ont dit, c'est mignon, mais ne te laisse pas distraire. C'est comme ça que ça a toujours été. Elle brillait, je devais applaudir. Élise avait le sourire, les cheveux, la grâce. J'avais les questions, les intérêts bizarres, le calme. Elle avait une fête d'anniversaire chaque année, moi j'avais, tu sais, l'argent est serré. Elle prenait des cours de danse, de gymnastique, d'équitation. Je m'occupais d'elle quand elle en avait marre des trois. Au lycée, il était évident que j'étais la difficile, l'émotionnelle, le « pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur ». Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais je pouvais l'entendre dans chaque silence. Quand Élise a été acceptée à l'école d'infirmière, ils ont failli organiser une parade. Elle va rendre cette famille fière, a rayonné mon père. Quand j'ai été admise dans un programme prémédical au collège communautaire, ma mère m'a regardé et a dit, c'est une bonne solution de repli, tu trouveras bien quelque chose. J'étudiais tous les soirs pendant qu'Élise séchait les cours et flirtait pour obtenir des rattrapages.
j'ai donné des cours particuliers à des camarades de classe, réussi mes examens, fait des doubles au café juste pour me permettre d'acheter des livres d'anatomie d'occasion. Elle a posté des photos et des blouses et a obtenu des milliers de mentions j'aime. J'ai fait des fiches sur le bus et j'ai été ignoré. Je n'ai jamais dit à personne à quel point c'était dur, à quelle fréquence je veillais juste pour pleurer tranquillement dans un oreiller, combien de fois j'ai regardé Élise réussir en montant alors que je grattais et me battais juste pour suivre le rythme. Et quand j'ai reçu l'email de Saint-Audely, je me suis assise sur mon lit et je l'ai tenu comme une lettre d'amour, car pour une fois, quelqu'un m'a vu non pas comme l'ombre de la vraie fille, non pas comme l'échec, mais comme quelqu'un de capable, choisi. Et puis j'en ai parlé à mes parents et ils m'ont fait sentir que j'avais falsifié tout ça, parce qu'à leurs yeux, rien de ce que je faisais ne pourrait jamais avoir de poids à côté d'Élise. C'est ce que le favoritisme fait, non seulement il vous rend invisible, mais il vous fait croire que vous ne méritez pas d'être vu. Mais j'ai continué. Après avoir quitté cette maison, j'ai emménagé dans une chambre partagée avec 2 autres étudiantes en médecine, toutes les 2 des filles de la classe ouvrière comme moi. Nous avons tissé des liens grâce aux boissons énergisantes, au traumatisme et aux manuels trempés de larmes. J'ai fait des quarts de travail le week-end en tant qu'aide-soignante, j'ai observé les rotations d'urgence, j'ai étudié pendant 10 heures d'affilée jusqu'à ce que mes mains se crispent et que mes yeux se brouillent, car je n'avais plus besoin qu'ils croient en moi, j'avais juste besoin de croire en moi. Chaque fois que je rencontrais un mur, je me souvenais de la voix de mon père, « Tu n'es pas faite pour être médecin ». Et je chuchotais dans ma tête, « Regarde-moi ». On dit que le pire quand on part, c'est de faire ses bagages, mais pour moi, ça a été de réaliser à quel point j'avais peu de choses à emporter. Ma vie dans cette maison n'avait jamais été construite pour durer. Je n'avais pas de vraie chambre, juste un coin. Je n'avais pas de souvenirs, juste ce que je pouvais me permettre et protéger. Alors j'ai fait mes bagages rapidement, discrètement. Quelques suites à capuche, mes fiches d'anatomie usagées, un ordinateur portable d'occasion, cet email d'acceptation de Saint-Audely imprimé, plié, scotché à l'intérieur de mon journal comme une écriture sainte. Personne ne m'a arrêté. J'ai dépassé la porte d'Élise, je l'ai entendu rire au téléphone, toujours baignant dans leur fierté. J'ai dépassé la cuisine où mon père était assis, faisant défiler les chaînes de télévision comme s'il ne venait pas de dire à sa fille qu'elle ne serait jamais assez bien pour sauver une vie. Je suis sorti de la porte et je n'ai pas regardé en arrière. Personne n'a demandé où j'allais, car personne ne s'en souciait. Ils pensaient que je bluffais, ils pensaient que je reviendrais en rampant, ils pensaient que je ne pouvais pas survivre sans leur aide condescendante. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que je survivais sans eux depuis des années. Cette nuit-là, j'ai pris un bus à travers la ville jusqu'à un minuscule appartement partagé par 2 étudiants en médecine que j'avais rencontrés dans un groupe d'études en ligne. Nous ne nous étions rencontrés qu'une fois en personne, mais quand je leur ai dit ce qui s'était passé, l'une d'elles, Ava, a dit « Viens t'écraser ici, ma fille, tu fais partie des nôtres maintenant. Passons ce fichu examen et faisons-leur avaler ta blouse blanche. » Nous n'avions pas de canapé, j'ai dormi sur un matelas pneumatique pendant les 2 premiers mois, mais j'avais le Wi-Fi, j'avais le calme et j'avais la liberté. Pour la première fois, je pouvais étudier sans que quelqu'un crie dans la pièce d'un accent grave côté, je pouvais pleurer sans culpabilité, je pouvais respirer sans avoir l'impression que je devais de l'oxygène à quelqu'un en retour. J'ai travaillé la nuit dans une clinique, j'ai récuré les sols et rempli 4 tiroirs, j'ai passé des journées dans des salles de classe si froides que je portais des gants en prenant des notes. Il y a eu des nuits où j'ai voulu abandonner, des nuits où j'ai chuchoté qu'ils avaient raison, que je n'étais pas faite pour ça. Mais chaque fois que j'imaginais Élise dans ses blouses de créateur, ma mère applaudissant à sa cérémonie de remise de la blouse blanche, mon père disant enfin une fille dont nous pouvons être fiers, et je prenais mon stylo et continuais. Un semestre, puis un autre. J'ai réussi mon premier examen clinique simulé avec 98%, j'ai été invité à assister à ma première simulation de traumatisme, j'ai commencé à gagner le respect des professeurs qui ne se souciaient pas de mon nom de famille, seulement de la façon dont je tenais fermement un scalpel. Je n'ai pas mis à jour ma famille, je n'ai rien publié, ils n'ont pas demandé et je n'ai pas offert. Ils m'avaient déjà dit qui j'étais. Maintenant, je devenais quelqu'un qu'ils ne reconnaîtraient jamais, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Car en seulement 3 mois, la sœur qu'ils adoraient serait transportée aux urgences en morceaux, et je serais la seule à pouvoir la sauver. C'était un changement de quart le mardi soir, le genre d'heure où l'épuisement se mélange à la caféine et où l'on cesse de compter depuis combien de temps son badge est accroché à sa poitrine. J'étais dans l'aile des urgences de Saint-Audely, dans le cadre de notre rotation en traumatologie. Je venais d'entrer dans la salle de repos,
de baisser ma veste à moitié et de tendre la main vers ma deuxième tasse de café de la machine à café quand l'appel est arrivé par l'interphone. Code trauma entrant, jeune adulte, femme, milieu de la vingtaine, non réactive, collision de moto, possible saignement interne, état 2 minutes. Nous avons bougé comme nous avions été entraînés à le faire, dans un chaos contrôlé. Gants, civière dégagée, plateau d'intubation préparé. Je n'y ai pas pensé beaucoup au début, la traumatologie, c'était la traumatologie. Puis j'ai vu les portes de l'ambulance s'ouvrir en grand et tout en moi s'est arrêté. C'était elle. Élise. Ses cheveux étaient emmêlés de sang, le côté gauche déchiré. Le médecin a crié par-dessus le bruit, accident de moto, a percuté interplein central, pas de casque, pression artérielle en baisse rapide. Nous devons ouvrir les accès maintenant. Ils l'ont transporté dans la salle de traumatologie aussi, et je suis resté figé au coin de la pièce, mes doigts enroulés fermement autour du bord du plateau. Mon cœur ne battait pas la chamade, il ralentissait, comme si tout en moi se taisait pour laisser ma formation prendre le dessus. Puis j'ai entendu le médecin en chef dire « Docteur Naomi, vous êtes le point de repère. » Je cligne des yeux. Maintenant, vous êtes la plus familière avec le protocole de polytraumatisme, bougeons. Je n'ai pas bronché, car c'était le moment, pas la vengeance, pas la rage, juste la préparation. J'ai enfilé les gants, j'ai marché vers ma sœur, son visage était pâle, il y avait tellement de sang. J'ai vérifié ses signes vitaux, donné des instructions, demandé des fluides, ordonné des examens, pris les choses en main, pas un bégaiement, pas un tremblement, car je n'étais plus la fille brisée de la table à manger, j'étais le médecin, et elle était maintenant celle qui s'accrochait à un fil. Alors que j'insérais la voix, ses yeux se sont ouverts, à peine juste assez longtemps pour qu'ils se verrouillent sur les miens, panique, reconnaissance, honte. Mais je n'ai rien dit, car il ne s'agissait pas de nous, il s'agissait de sauver une vie, même si elle appartenait à la même fille qui avait autrefois chuchoté, « Tu n'y arriveras jamais ». Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une agitation près de l'entrée, 2 voix familières, frénétiques. Mes parents. Où est-elle? C'est notre fille, Élise Mercé, s'il vous plaît, où est-elle? L'infirmière de garde a essayé de les calmer. Elle est dans la salle de traumatologie aussi, elle est avec le médecin maintenant. Et puis. Attendez, qui est le médecin, a demandé ma mère. Naomi Mercé. Silence. Je n'ai pas entendu le reste, mais je pouvais l'imaginer, leur visage, leur confusion, la prise de conscience qu'ils avaient supplié quelqu'un de sauver Élise et qu'ils m'avaient eu moi, la fille qu'ils avaient jetée, la rêveuse qu'ils avaient moquée, la fille qui ne pourrait jamais être médecin, maintenant en blouse, en gants, la vie d'Élise entre mes mains. Et quand la procédure a été terminée, quand son saignement a été stabilisé et que ses signes vitaux se sont stabilisés, j'ai enlevé mes gants, je suis sorti de la salle de traumatologie et ils étaient là, ma mère, mon père, me regardant comme s'ils avaient vu un fantôme en blanc. Je les ai regardés, calmes, maîtrisés, j'ai levé le menton et j'ai dit, on dirait que je suis revenu, après tout. Ils n'ont pas bougé quand j'ai dit ces mots. On dirait que je suis revenu, après tout. C'était comme si le couloir de l'hôpital s'était figé. Mon père a cligné des yeux en premier, non pas par reconnaissance, mais par incrédulité, comme s'il ne pouvait pas concilier la femme devant lui, en blouse, confiante, se tenant debout, avec la fille à qui il avait dit de sortir et de ne jamais revenir. La main de ma mère était sur sa poitrine, sa bouche béante, elle m'a regardé comme si elle avait vu quelqu'un renaître, et je suppose que d'une certaine manière je l'avais été. Elle a pris une inspiration. Naomi, tu es. Oui, ai-je dit. Je suis le médecin en charge du cas d'Élise. Elle a grimacé quand j'ai dit médecin. Papa a fait un pas en avant, les bras raides le long du corps. On ne savait pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous n'avez pas demandé. Ils sont tous les deux restés silencieux. Derrière eux, les urgences bourdonnaient, des moniteurs bipaient, des interphones sonnaient, des chaussures crissaient contre le carrelage, mais entre nous, rien que les conséquences. Maman a essayé à nouveau, la voix tremblante, comment va-t-elle? Est-elle vivante? Stable. Elle a eu de la chance. 10 minutes de plus et elle aurait pu faire un arrêt. Papa a dégluti difficilement. Tu l'as sauvée. J'ai incliné la tête. Est-ce que ça vous surprendrait? Il n'a pas répondu. Alors j'ai continué. J'ai géré ses voies respiratoires, inséré les voies, stabilisé sa tension artérielle, dirigé l'équipe de traumatologie. La fille que vous avez dit qui ne serait jamais le docteur,
elle est la raison pour laquelle votre fille préférée respire en ce moment. Les lèvres de maman ont tremblé. Naomi, nous étions sous pression, nous avons dit des choses. J'ai levé la main. Ne le faites pas. Pas ici. Pas maintenant. Je les ai regardés. C'est un hôpital, pas un endroit pour des crises de culpabilité ou des excuses. Vous êtes venu ici en demandant à quelqu'un de la sauver. C'est ce que j'ai fait. Tout le reste n'a pas d'importance en ce moment. Pendant un instant, ils ont ressemblé à des enfants acculés, petits, honteux, et je n'ai rien ressenti, pas de rage, pas de victoire, juste de l'achèvement. Je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin de me réjouir, ils se tenaient devant leur propre jugement, rendu par les mains mêmes qu'ils avaient rejetées. Quand pourrons-nous la voir, a demandé maman calmement. Elle est sédatée. Vous serez autorisé à entrer une fois que les infirmières auront vérifié ses signes vitaux. J'ai commencé à me détourner. Papa a repris la parole. Naomi, tu as changé. Je me suis retourné, la voix ferme. Non, vous n'avez jamais regardé assez près. Puis je suis parti, dans le service, dans le calme où la compétence vivait. Mes mains tremblaient encore légèrement sous mes gants, non pas de peur, mais d'adrénaline, du poids d'être digne de confiance dans un espace où j'avais lutté si fort pour rester. Cette nuit-là, je suis resté tard, j'ai vérifié le dossier d'Élise, j'ai mis à jour les infirmières, examiné ses images. Pas une seule fois, je n'ai laissé l'histoire personnelle brouiller le protocole médical, car je n'étais pas là pour me venger, j'étais là pour faire ce pourquoi j'avais été formé, même si la patiente sur la table était la raison pour laquelle j'avais pleuré pour m'endormir pendant la moitié de ma vie. À 2h08 du matin, je suis retourné la voir une dernière fois. Elle dormait, sa respiration régulière, les machines enfin silencieuses, et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose. J'étais parti une fois en me sentant comme rien. Maintenant, je suis revenu en tant que tout ce dont ils avaient besoin. Le lendemain matin, j'étais à mon deuxième tour quand je suis passé par la salle d'attente familiale et ils étaient là, maman recroquevillée sur une chaise d'hôpital, essuyant un mouchoir dans ses mains, papa faisant les 100 pas comme s'il avait quelque chose d'important à faire, même si, pour une fois, il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Ils m'ont vu avant que je ne les voie. Ma mère a sursauté comme si quelqu'un avait tiré un coup de feu. Naomi, est-ce qu'elle, pouvons-nous, que se passe-t-il maintenant? Elle est stable, toujours sédatée, ses signes vitaux s'améliorent. Vous pourrez lui rendre visite après son contrôle neurologique. Elle a hoché la tête trop vite, comme si elle était d'accord avec moi, comme si maintenant pouvait réécrire les 18 dernières années. Papa s'est avancé. Merci. Ça ressemblait à du gravier. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas souri. Ce n'est pas personnel, c'est un protocole. Il a grimacé. C'est bien, pouvons-nous parler en privé, a-t-il demandé. J'ai hésité, puis je les ai conduits au bout du couloir, dans le coin calme près de la fenêtre, où les distributeurs automatiques bourdonnaient doucement en arrière-plan. Ils avaient l'air nerveux, comme des enfants qui attendaient de se faire gronder. Naomi, a commencé maman, nous sommes trompés sur tellement de choses. Nous ne savions pas de quoi tu étais capable. Tu as toujours été si distante. J'ai levé un sourcil. Vous m'avez jeté. On ne voulait pas dire ça comme ça. Si, vous vouliez dire exactement ça. Sors et ne reviens jamais. C'est ce que vous avez dit, et j'ai fait exactement ce que vous avez demandé. Papa a regardé le sol. Maman m'a regardé comme si je venais de la gifler, mais je n'étais pas cruel, j'étais clinique. Savez-vous ce que c'est que de porter un rêve sans personne pour vous encourager, de frotter le sang de vos chaussures à 3h du matin parce que vous êtes resté tard à pratiquer des intubations pendant que votre sœur dormait pendant ses examens et qu'elle a quand même reçu des éloges? Ils n'ont pas répondu. Je ne suis pas devenu médecin pour vous prouver que vous aviez tort. Je suis devenu médecin parce que je savais que je pouvais sauver des vies, même si la mienne n'en avait jamais valu la peine à vos yeux. Maman a réprimé un sanglot. Papa a chuchoté, nous ne savions juste pas que tu étais assez forte. Je l'ai regardé, ferme et froid. C'était votre erreur, pas la mienne. Puis je me suis avancé, assez près pour qu'il voie tout sur mon visage, les années d'être ignoré, diminué, écarté. Vous n'avez pas le droit de vous excuser maintenant, car vous avez besoin de quelque chose. Vous n'avez pas accès à cette version de moi, car vous avez finalement réalisé que je n'étais pas le problème. Nous ne voulons rien, a dit maman. Vous avez déjà quelque chose, ai-je corrigé.
votre fille est vivante. C'est suffisant. Ils ont tous deux hoché la tête lentement, brisés, car il ne restait plus rien avec quoi argumenter. Je ne me battais pas, je ne mendiais pas, je n'espérais pas un amour qui n'arriverait jamais. J'avais juste fini. Alors que je me retournais pour partir, mon père a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu me fais peur maintenant. Je me suis arrêté, je ne me suis pas retourné. Non, ai-je dit. Vous n'avez pas peur de moi, vous avez peur de ce que ça signifie que vous aviez tort à mon sujet, et que je n'avais pas besoin de votre amour pour devenir entière. Puis je les ai laissés là, toujours silencieux et complètement impuissants. Quand je suis entré dans sa chambre, Élise était éveillée, à peine, des fils partout, le visage pâle, les lèvres sèches, mais consciente. Elle a cligné des yeux lentement alors que je m'approchais du lit, ses yeux suivant le mouvement dans ma blouse, la blanche, la mienne. Et, ai-je dit doucement, vérifiant ses signes vitaux sur l'écran. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Naomi. Je n'ai pas souri, je ne lui ai pas tenu la main, j'ai juste confirmé son nom, son âge, le jour de la semaine, la neuroroutine habituelle. Sa voix a craqué. Tu es médecin. C'est ça. Silence, le poids de cela s'est imprimé dans les coins de la pièce. Elle a cligné des yeux à nouveau, plus lentement cette fois, en train de traiter l'information. Je pensais que tu étais parti. Je suis parti. Vous nous avez tous dit. Ses yeux se sont embués, non pas de culpabilité, mais de confusion, comme si sa mémoire essayait de reconstituer les morceaux brisés entre le fait de se moquer de moi à la table du dîner et maintenant, moi, debout au-dessus d'elle, en charge de ses soins. Tu m'as sauvé. Oui. Je n'ai rien enjolivé, je n'ai pas adouci la vérité, je ne l'ai pas appelée laide. Tu saignais, pas de pouls. J'ai pris la décision. J'ai effectué la procédure. Tu es en vie parce que j'ai fait ce pourquoi j'avais été formé. Son souffle a été coupé. Je l'ai regardé cliniquement. Essaie de ne pas trop parler, tu vas avoir mal pendant un moment. Fractures multiples, 2 côtes cassées, une rate déchirée. Tu vas récupérer si tu suis les instructions. Ses yeux se sont remplis de larmes, peut-être que c'était de la douleur, peut-être autre chose. Elle a essayé d'atteindre le gobelet d'eau avec des doigts tremblants. Je l'ai pris, j'ai maintenu la paille sur ses lèvres et je l'ai laissé siroter. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était un devoir, comme je le ferais pour n'importe quel patient. Tu es toujours meilleur, a-t-elle chuchoté. J'ai fait une pause. Je ne m'y attendais pas. J'ai rencontré son regard. Alors pourquoi m'as-tu traité comme si je n'étais rien? Elle a cligné des yeux rapidement, les larmes tombant sur le côté dans sa racine des cheveux. Parce que si tu n'étais rien, ça voulait dire que j'étais quelque chose. Ça a fait mouche. La vérité qu'il y avait a fait se crisper ma mâchoire, parce que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Dans notre famille, il n'y avait pas de place pour plus d'une étoile. Elle avait été élevée pour briller, j'avais été formé à m'éteindre, et au moment où je suis sorti de l'ombre, son monde s'est fissuré. Je me suis reculé, j'ai fini de mettre à jour son dossier, le repos, les infirmières vous surveilleront de près. Alors que je me retournais pour partir, elle a chuchoté, merci. J'ai fait une pause, mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas fait ça pour vous. Elle n'a pas répondu, n'en avait pas besoin. Certaines dettes sont trop vieilles pour être perçues, certaines pardons ne sont pas de notre ressort, surtout quand ils n'ont jamais été vraiment demandés. Quand je suis sorti de sa chambre, j'ai croisé mes parents dans le couloir. Ils attendaient, pleins d'espoir. Je les ai regardés platement. Elle va vivre. Le soulagement a inondé leur visage. Maman a chuchoté, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien dit, j'ai juste continué à marcher, car la bénédiction n'était pas de mon ressort de la donner. C'était le leur de la reconnaître. Et pour la première fois, ils avaient enfin. La cérémonie de remise des diplômes a été petite, pas de faste, pas de confetti, juste une cérémonie tranquille dans l'amphithéâtre principal de Saint-Audely, avec des blouses blanches suspendues comme une armure sur des crochets argentés derrière le podium. J'ai failli ne pas y aller. J'avais déjà gagné le titre, j'avais déjà porté les gants, j'avais déjà suturé la peau et sauvé des vies. Mais quelque chose en moi avait besoin d'être là pour la fille qui avait quitté la maison avec rien d'autre qu'une lettre d'acceptation pliée et une voix brisée que personne n'écoutait. Alors je suis monté sur scène, je me suis tenu droite, ferme, pas de maquillage, pas d'applaudissements, juste de la fierté. Le doyen a appelé mon nom.
Docteur Naomi Mercer. Il y a eu une pause dans la foule, puis un rugissement d'applaudissements. Mes camarades de classe, ceux qui sont restés debout avec moi, ont pleuré avec moi, se sont battus avec moi à travers le sang et l'épuisement, ils se sont levés, ils ont applaudi plus fort, non pas par surprise, mais par respect. J'ai enfilé la blouse blanche, non pas comme un symbole pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour finalement croire que j'avais ma place. Plus tard dans la soirée, je suis sorti à l'extérieur, dans l'air frais, et j'ai pris une profonde inspiration. Et c'est alors que je les ai vus. Mes parents, debout maladroitement au bord de la foule, sans applaudir, sans pleurer, juste à me regarder, comme s'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de parler. Je ne leur avais pas parlé de la remise des diplômes, mais Élise l'avait certainement fait, elle se remettait toujours dans un centre de réadaptation plus proche de chez eux. Nous ne nous étions pas parlé depuis que j'avais quitté sa chambre d'hôpital, mais elle avait dû leur dire quel jour c'était, ce que ça signifiait. Mon père s'est avancé le premier. Naomi. Je l'ai regardé. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Finalement, il a dit, nous ne savons pas comment dire pardon. J'ai hoché la tête une fois. Alors ne le faites pas. Ma mère a tressailli. On ne peut pas recommencer? J'ai pris une profonde inspiration lente et je les ai regardés tous les deux dans les yeux. Vous m'avez dit qu'une fille comme moi ne pourrait jamais être médecin, et maintenant que je le suis, vous voulez une place dans cette vie. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas devenu ça grâce à vous. Je suis devenu ça malgré vous. Ils ont baissé les yeux, et c'est alors que j'ai dit, ce manteau, ce badge, ces mains, ils sont à moi, achetés avec des nuits blanches, des prêts étudiants et une rage silencieuse. Vous n'avez le droit de porter aucune de ces parties. Nous avions tort, a chuchoté maman. Oui, vous aviez tort. Je me suis tourné pour partir et puis je me suis arrêté, j'ai regardé par-dessus mon épaule. Au fait? J'ai ouvert légèrement les bras, pas largement, juste assez. C'est à ça que ressemble un médecin. Leurs yeux se sont écarquillés, non pas de choc, mais de vérité, car pour une fois, ils ne pouvaient pas le nier. Je n'ai pas attendu de réponse, je me suis éloigné, la blouse blanche attrapant le vent alors que les flashs des appareils photo claquaient au loin et que les rires s'élevaient des diplômés derrière moi. Je n'étais plus la fille qu'ils avaient jetée. J'étais la femme qui est revenue non pas pour demander une place à leur table, mais pour construire sa propre salle d'opération. Ils m'ont dit que je ne pourrais jamais porter cette blouse, alors je me suis assuré que le jour où ils en avaient le plus besoin, ce soit moi qui la porte.